Oui, moi je pense que sur cette question finalement des hybrides ou des êtres étranges, un peu hors lieu comme ça, utopiques ou hétérotopiques, pour moi ce qui est essentiel finalement c'est de redéfinir le critère de sérieux. C'est-à-dire que la qualité de cette production, elle doit vraiment être inhérente à la génialité ou à la non-génialité de la production, à la médiocrité ou à l'extraordinarité de ce qui est fait, et pas à là où elle tombe. Et ça je pense que c'est vraiment important. Et d'un point de vue parfaitement concret et pragmatique, on le voit aussi, je crois, dans nos champs disciplinaires. Dans mon domaine, par exemple, en cosmologie, il y a une idée qui émerge depuis quelques décennies, bien qu'elle soit très vieille dans l'histoire de la pensée, c'est celle de multivers. Donc c'est un néologisme qu'on a inventé pour référer à une multitude d'univers. Et c'est très amusant de voir que mes collègues, des cosmologistes parfois éminents, des gens dont la compétence est incontestable, vont se positionner très radicalement en faveur ou en défaveur de cette idée pour des raisons complètement irrationnelles. Ce n'est pas du tout lié à la qualité de leur appréhension scientifique, mais c'est simplement parce que sans le savoir, en réalité, ils ont des attentes métaphysiques finalement sur l'intérêt, le sens, les prérequis et même les outils conceptuels de la science qui sont extrêmement différentes. Et là je crois qu'on voit l'intérêt pratique, pragmatique de l'interdisciplinarité, c'est que les gens qui ont une formation philosophique ou un intérêt philosophique ou même une appétence philosophique ne se positionnent pas de la même manière. On voit par exemple des physiciens qui considèrent que l'idée de multivers doit être abandonnée a priori parce que le concept de multivers, donc de monde existant au-delà de notre univers, n'est pas scientifique parce que ne satisfait pas aux critères de Karl Popper, un épistémologue très reconnu dans le champ scientifique, qui estime qu'une théorie est falsifiable en tant qu'elle est scientifique. La scientificité de la théorie est assurée par le fait qu'on peut la mettre en défaut. Et les physiciens répondent « mais je ne peux pas aller voir ces autres mondes, donc je ne peux pas les mettre en défaut, donc ce n'est pas scientifique, donc ça n'a pas de sens ». Et cet enchaînement est très dangereux. D'abord parce que je crois que c'est faux. En réalité, quand on regarde de près, on peut effectivement mettre en défaut ces propositions de multivers, mais quand bien même, on ne pourrait pas le faire. Je pense que c'est extrêmement dommageable, parce que ce qu'on fait ici, c'est qu'on utilise une posture de mauvaise philosophie de manière prescriptive. On dit attention, le champ disciplinaire a été déterminé et il ne faut à aucun prix s'en extraire. Mais si on avait fait ça dans le domaine de l'art, on n'aurait eu ni Kandinsky, Mondrian et Malevich en art abstrait, ni Schoenberg, Berg et Webern en musique sérielle. Donc, tous les champs disciplinaires se transforment de l'intérieur, mais pour accepter cette transformation, il faut déjà avoir un regard historique, philosophique, peut-être parfois même poétique, et parfois même sociologique sur notre discipline. Et là, je crois que la transdisciplinarité va agir peut-être pas comme source d'inspiration, mais comme capacité à accepter l'extraction ou la déterritorialisation. Et ça me semble important. Et je pense que c'est des choses qu'on doit retrouver aussi dans ton champ. Oui, on peut retrouver le même genre de processus en fait dans la littérature. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle aille vers ces zones d'inconfort aussi. Je prends un exemple. La littérature est assez à l'aise pour parler de la vie privée, des sentiments, des scènes de la vie publique en tant qu'elle est vraiment publique, c'est-à-dire par exemple la vie politique. Elle est beaucoup moins à l'aise dès qu'il s'agit d'aborder des sujets techniques. Et un des mondes très très importants que du coup elle a tendance à ignorer, c'est l'ensemble de nos mondes professionnels. Un romancier qui cherche à restituer une scène de dialogue dans un labo de physique, il va être bien en peine. D'abord pour comprendre ce qui se dit, mais ensuite pour faire en sorte que son lecteur lui aussi puisse suivre. Alors parfois du coup, les romanciers le font de façon juste atmosphérique. Ils s'échangent beaucoup de propos techniques, on n'entre pas dans le détail, mais ce qu'on voit, c'est plutôt ce que tu racontais, c'est-à-dire quel rapport chacun, chacune a aux conditions de production de la connaissance. Quelles sont les options idéologiques derrière les positionnements plus scientifiques. Quels rapports de séduction, de pouvoir, etc. sont aussi à l'œuvre dans la production de la connaissance. Mais en tout cas, je ne crois pas qu'il faille éviter d'aller vers ces zones d'inconfort, parce que sinon, ce qui fait 80% de la texture de nos quotidiens, c'est-à-dire nos vies professionnelles, est exclu de la représentation, qu'elle soit cinématographique ou littéraire. Je suis en train de travailler un roman, par exemple, qui se passe dans une grande entreprise de services, qui se passe dans une compagnie d'assurance. C'est un portrait de femme d'abord, une femme dans sa trentaine et la manière dont les rêves de sa jeunesse peuvent se confronter à la réalité du marché du travail, mais ça raconte aussi les enjeux de l'histoire interne d'une entreprise. Et comme c'est une compagnie d'assurance, aussi le rapport au risque qu'ont les gens qui y travaillent, mais aussi
la manière dont le risque entre dans le business plan de cette compagnie, la manière dont il est calculé, etc. Alors, je ne peux pas me permettre d'être trop technique, mais j'essaye quand même de ne pas éviter de l'être complètement. Et la notion de sérieux que tu évoquais suppose deux choses. D'abord, c'est le travail, tout simplement. C'est-à-dire que avant de me lancer dans ce roman, j'ai acquis une connaissance sur ces sujets, j'ai fait beaucoup d'entretiens, je me suis renseigné, j'ai lu. Et puis ensuite, le sérieux, c'est aussi de ne pas prétendre aller au-delà de sa connaissance. C'est de dire à quel moment on se tient à la pointe de ses propres connaissances. Et donc, je ne cherche pas à bluffer dans le livre. Je mets en scène mes personnages en tant que, voilà, ils sont porteurs d'un savoir professionnel, mais dès que je sens que ça irait trop loin par rapport aux endroits où je serais capable, moi, de les suivre, eh bien, je m'arrête, je fais des ellipses. Et de toute façon, je pense que le lecteur, là, ne me suivrait plus non plus. Ça veut dire qu'on ne se contente pas de montrer la porte, comme font pas mal de fictions. Il travailla pendant quelques heures. Simone de Beauvoir dit quelque part « Rien n'est plus difficile à représenter que le travail ». Parce que c'est vrai que quand on travaille, on est face à un écran ou à une table et puis il ne se passe pas grand-chose, tout est intérieur. Mais je ne me contente pas de pointer la porte, mais je ne peux pas non plus aller tout au bout du processus. Simplement, refuser le saut d'obstacle me paraît manquer une grande partie du réel. Et donc je crois que la littérature aussi, avec sérieux, doit aller vers ce qui n'est a priori pas facilement littérarisable, et ça peut être le savoir scientifique comme ça peut être les savoirs techniques mobilisés dans des mondes professionnels. On voulait ouvrir un deuxième temps de ce dialogue en parlant du savoir dans le débat public. On a évoqué dans la première partie quelques-unes des modalités, des difficultés de la construction du savoir plutôt dans nos champs disciplinaires ou entre nos champs disciplinaires. Mais il me semble aujourd'hui qu'il y a aussi des enjeux politiques considérables en ce qui concerne la circulation du savoir hors des murs de l'université et plus généralement des lieux où il est produit. Pourquoi ça? Parce que on est des institutions qui sont quand même prises dans une crise, je crois, assez profonde, notoirement sous-financées par exemple, qui, je crois, doivent se mettre en état de plus être en dialogue avec la société, de plus rendre à la société aussi ce que la société leur donne. Et leur fonctionnement institutionnel ne s'y prête pas forcément. Aujourd'hui, pour faire une carrière scientifique, on a avant tout besoin de la reconnaissance de ses pairs. Et donc, il y a un certain nombre d'activités qu'on déploie, publication d'articles, recherche, etc., qui s'adressent d'abord à eux et qui sont une manière évidemment de faire croître le savoir, mais aussi d'évoluer dans un monde professionnel, de faire une carrière, etc. On est moins incité globalement à s'adresser à ceux qui ne sont pas connaisseurs de nos disciplines. Et pourtant, il me semble que dans un certain nombre de champs, c'est absolument nécessaire, à la fois si on veut du soutien pour nos efforts de connaissance, et puis si on veut aussi faire en sorte d'être démocrate, que ça serve au plus grand nombre, ce qui me paraît important. L'université, dans son idéal, par exemple tel que Humboldt l'a refondé dans l'Allemagne du début du 19e, c'est quand même ça, c'est un lieu universel au sens où il va brasser tous les savoirs, mais aussi où il doit s'adresser au plus grand nombre. Si je prends l'exemple de la littérature, de ce point de vue, l'accumulation de savoir avec une exigence de scientificité devrait occuper seulement une petite partie de nos efforts, je crois. Ce qui est plus important, c'est de s'assurer qu'à chaque époque, les œuvres qui paraissent importantes soient lues et que le lectorat soit renouvelé et aussi évolue dans la manière dont il a conscience de ses propres pratiques, c'est-à-dire ait aussi le droit à quelque chose de très vagabond dans sa lecture, se sent autorisé à interrompre des lectures, se sent autorisé à aller voir des livres qui lui paraissent a priori pas faits pour lui ou trop difficiles, etc. Et tout ce discours sur la manière dont on peut pratiquer des savoirs dont on n'est pas familier a priori nécessite de sortir des murs. Alors je crois que c'est une autre chose qui nous relie, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. On peut le faire aujourd'hui virtuellement, on peut le faire à travers Internet, faire des vidéos sur YouTube, donner des cours, etc. Les écrivains, comme c'est mon cas, ont tendance à pas mal le faire aussi en tournant dans plein d'endroits, de débats publics, de festivals, de médiathèques, etc. La littérature s'expose, elle n'est pas du tout seulement contenue dans les livres, elle est aussi une pratique scénique, elle est aussi une pratique théâtrale aujourd'hui.
Et puis on peut le faire dans des livres qui s'adressent à un public qui n'est pas le public scientifique. Et c'est ton cas, et du coup je voulais aussi t'interroger un petit peu là-dessus. Comment toi tu conçois, alors que la physique est quelque chose qui peut paraître vraiment difficilement concevable pour des gens qui n'ont pas une formation scientifique solide, que les échelles de temps, les échelles d'espace que ça manie avec des puissances très, très importantes sont même assez incommensurables avec nos catégories de pensée ordinaires, avec notre vie quotidienne, etc. La théorie de la gravité ou la rotondité de la Terre sont des choses assez faciles à faire passer dans la culture populaire, dans la culture générale. Mais en revanche, ce n'est pas forcément le cas de ce que tu peux raconter sur les trous noirs ou sur l'avant Big Bang, etc. Donc, comment est-ce que tu conçois cet effort Oui, c'est un problème difficile et en même temps, je trouve qu'effectivement, la situation actuelle est hautement perfectible parce que il me semble que l'enjeu, finalement, c'est de réenchanter le rapport au savoir et ça ne devrait pas être si difficile. Je crois qu'un des grands écueils universitaires, c'est de former des futurs spécialistes. Bien sûr, il faut le faire, mais il faut le faire avec parcimonie. C'est pas un problème uniquement scientifique, hein. J'ai beaucoup d'amis étudiants en philosophie qui, les plus motivés, n'auront jamais de problème. Mais ceux qui viennent parce qu'ils ont envie de se poser des grandes questions sur le monde, et ils se retrouvent en L1 avec 60 heures de cours sur 20 lignes de Kant, c'est pas possible. C'est très bien pour celui qui sera docteur en philosophie et en fera son métier, mais on ne peut pas concevoir au niveau sociétal un enseignement pour une infime minorité exclusivement. Et je trouve qu'en science c'est la même chose, on leur donne beaucoup de mécanique de points parce qu'en effet c'est utile pour un futur physicien, mais c'est très barbant aussi, il faut dire les choses, c'est très pénible. Ce n'est intéressant qu'en tant qu'outil, alors que les concepts sont absolument fascinants. La science est une histoire enchantée, c'est une histoire merveilleuse qui est innervée de beauté, parfois même de magie, presque de miracle. Qui sait parmi nos contemporains qu'on peut par exemple voyager dans le futur, que ce n'est pas de la science-fiction, que le voyage dans le futur est quelque chose qui est parfaitement bien compris, qui n'est pas du tout aporétique, qui n'est pas du tout contradictoire, qui ne relève pas de la fiction. On pourrait parfaitement être encore vivant en l'an 28 000 sur la Terre. C'est un peu compliqué à faire d'un point de vue ingéniérique, évidemment, mais on sait exactement ce qu'il faudrait faire sans le moindre doute. Ce n'est pas une élucubration à partir de théories fumeuses. C'est ce que la science nous enseigne. Qui sait que la physique quantique nous impose en effet de renoncer au déterminisme, nous donne le don d'ubiquité, que certaines particules sont simultanément en deux lieux. Qui sait même que les mathématiques, finalement, tu évoquais dans notre entretien précédent qu'un certain nombre d'étudiants sont quand même bien contents d'abandonner certaines matières, et on ne leur en veut pas, et ça a été sans doute notre cas à l'un et l'autre pour certaines disciplines. Et les mathématiques sont généralement celles qu'on est bien content d'arrêter, pour excepté bien sûr l'infime minorité de ceux qui vont s'y adonner professionnellement. Mais quel dommage! Les mathématiques, c'est le lieu où nous pouvons presque être Dieu. Tu vois, si j'ai envie d'avoir un deuxième Vincent Message en face de moi, ben tant pis pour moi, il n'y en a qu'un et il est là. En mathématiques, si je veux créer un nouvel ensemble, du simple fait de l'écrire, ça y est, je l'ai inventé. Je suis le démiurge en mathématiques. Ma prescription est performative. Il suffit que je le demande pour que ça existe du simple fait que je l'ai dit. C'est quand même un pouvoir qui est d'une beauté et même presque qui a un caractère presque enivrant en réalité. Mais évidemment, et je ne leur jette pas la pierre, hein, parce que la tâche est très difficile, mais évidemment, les professeurs de lycée n'enseignent pas les mathématiques de cette façon, mais plutôt comme un outil de coercition, pratiquement. Encore que je trouve que des progrès soient faits et qu'une fois de plus, je loue le travail de ceux qui font au mieux pour enseigner cette matière difficile. Donc oui, il me semble qu'on pourrait ne pas trop perdre en qualité en tant que ce qui constitue le cœur dur littéral du message, mais pour autant, il ne me paraît pas nécessaire de devoir renoncer à cette dimension presque un peu enivrante finalement, et qui ne peut apparaître que dans la décontextualisation. Et à mon sens, l'essentiel, ce n'est pas de conserver la littéralité, parce que, pour être honnête, personne ne la connaît. Je ne donnerai pas son nom, mais j'ai discuté il y a quelques semaines avec un des plus éminents spécialistes mondiaux de relativité générale qui me disait mais tu sais Aurélien, je crois qu'en fait j'ai même pas bien compris encore la relativité restreinte. Et en fait, ce n'est pas parce qu'il était idiot, c'est parce qu'il était supérieurement intelligent et parce qu'il savait que même cette théorie prétendue connue aura toujours des zones d'ombre, même pour les meilleurs spécialistes. Donc c'est pas très grave de perdre un peu là-dessus. Tout le monde perd là-dessus. Mais en revanche, je crois que ce qui est essentiel, c'est de ne pas perdre la démarche.
Et la démarche, le geste, c'est quelque chose qui est nuancé. Et faire passer la science pour un dogme, alors qu'en réalité, elle est un long cheminement qui est traversé par le doute, par le retour en arrière, par la déconstruction et parfois même par le fait de trébucher en réalité. Ça me semble essentiel. Donc je préfère qu'on travestisse un peu le cœur de la proposition, et évidemment quand j'explique à un non-spécialiste ce qu'est un trou noir, je fais des raccourcis, mais qu'on garde finalement ce qui fait l'authentique fondement. Ce n'est pas la littéralité des équations, c'est la capacité à se remettre en cause. Du coup, on peut essayer de penser les modalités de cet accès d'un public non spécialiste, du grand public cultivé à des savoirs. Il me semble que ça suppose, ce que tu viens de dire effectivement sur un esprit, hein, bien sûr, toujours rapporter peut-être ce qu'on est en train de faire singulièrement, là, l'analyse de détail qu'on est en train de mener, à un sens plus général. Une des grandes caractéristiques de la modernité, c'est que souvent les fins se perdent dans les moyens. On est à la poursuite de quelque chose et puis les moyens qu'on met en œuvre pour l'atteindre, finalement, prennent toute la place. C'est évident avec l'économie qui est censée produire du bien-être et finalement, c'est le bien-être qu'on restreint pour répondre aux impératifs de l'économie. C'est assez fréquemment aussi le cas dans le savoir. Voilà, on veut former des spécialistes pour qu'ensuite ils forment le plus grand nombre et finalement, on s'adresse au plus grand nombre comme si c'était des gens qui allaient tous devenir des spécialistes. Donc ça suppose sans doute ça, d'avoir cet esprit un peu prométhéen où on va voler le feu et puis ensuite on en répand la flamme, on le donne. Ça suppose aussi sans doute de ne rien supposer acquis. Enfin, moi, il y a quelque chose qui peut m'agacer dans le discours universitaire, c'est quand c'est toutes les formules qui disent « vous savez » ou « on sait » ou « le fameux », etc. Tu vois, dans les débuts de phrases où les gens sont censés être passés par plein d'étapes. Or, ça n'est pas le cas, y compris des gens qui se sont fait un métier de la chose. C'est-à-dire que moi, j'enseigne la littérature. Comme on l'a compris, le genre sur lequel j'ai le plus travaillé, c'est le roman. Et je n'ai pas lu Guerre et Paix. Voilà. Et je suis très heureux de ne pas avoir lu Guerre et Paix. C'est devant moi, Tolstoï, voilà, je vais découvrir ça. J'ai lu Anna Karénine il n'y a pas si longtemps, je n'ai pas encore lu Guerre et Paix. Je trouve que c'est tant mieux et il faut le dire parce que pour que le savoir se démocratise, il faut aussi que les gens soient à l'aise avec leurs ignorances. Là, ça rejoint ce que tu disais. Plus on est connaisseur d'une discipline, plus on mesure aussi l'étendue de son non-savoir. Bon, c'est quelque chose qu'on trouve, cette idée, dès la philosophie socratique. Hein, je sais que je ne sais pas grand-chose, en somme. Mais être à l'aise avec l'ignorance, c'est pas du tout si facile. Les savoirs ont un pouvoir d'intimidation. J'ai pour collègue à Paris 8 Saint-Denis où j'enseigne, Pierre Bayard, qui a écrit un livre important sur ce sujet qui s'appelle « Comment parler des livres qu'on n'a pas lus ». Et ce livre a eu pas mal de presse. Alors au début, on pensait que... Enfin, les gens l'ont peut-être acheté en se disant « ça va m'apprendre à parler en société, à briller en société à partir de livres que j'ai pas lus ». C'est pas du tout ça le propos du livre, même si c'est la blague du titre. En réalité, c'est un livre qui cherche à montrer que ce qu'on entend par lecture peut être éminemment variable. Parfois, il y a des choses qu'on a lues, mais il y a 20 ans, et donc on s'en souvient plus du tout. À l'inverse, il y a des choses qu'on n'a pas lues personnellement. C'est souvent ce que disent les libraires. Est-ce que vous avez lu ce livre? Demande-t-on à un libraire, et le libraire répond « oui, mais pas personnellement ». Ben, qu'est-ce que ça veut dire, ce « pas personnellement » ? C'est pas juste une plaisanterie. Ça veut dire que on a écouté d'autres personnes en parler, qu'on a lu un article critique, et que donc on a une idée quand même assez précise. On sait de quoi il retourne. Et donc on est capable d'en parler, on n'est même pas capable d'en avoir profité, alors même qu'on n'a pas encore forcément ouvert. Et ça me paraît très important, que les gens soient à l'aise avec leur ignorance. C'est ça qui permet de se mettre pour un étudiant, à poser des questions, pour quelqu'un, oser franchir le seuil d'une librairie, d'une médiathèque, etc. Internet est très bien pour ça parce qu'il n'y a pas d'effet de seuil, justement. On peut regarder une vidéo YouTube sans être autorisé. On n'a pas besoin, on ne se sent pas à sa place. Ou si on ne se sent pas à sa place, ben on pourra fermer la vidéo sans dommage. Comme il faudrait pouvoir fermer des livres sans dommage et quitter des événements culturels sans dommage.
Oui, c'est vrai que c'est important cette idée de ce que toutes les questions sont autorisées. Moi j'aimais bien, il y a un petit livre de Derrida qui appelle l'université de tous les savoirs et il dit que finalement l'université devrait être le sanctuaire de toutes les questions autorisées. Évidemment, ça ne signifie pas que toutes les réponses sont bonnes et c'est là évidemment où le rôle du connaissant va pouvoir permettre de discriminer entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, mais ça vient dans un second temps. Et il est vrai qu'on a peut-être eu tendance à survaloriser une démarche d'autocensure parce qu'on se sent beaucoup plus intelligent en ne révélant pas ses failles, alors que les failles, c'est précisément là où il y a aussi encore un peu de jeu finalement et donc un peu de place pour créer. Mais ce que tu disais me faisait aussi penser en écho au double écueil qu'on évoquait précédemment. Et par rapport à cette question du savoir, la question annexe, presque contiguë, c'est celle de la vérité. Et aujourd'hui, je trouve qu'elle est particulièrement importante parce qu'il y a à la fois une exigence de vérité qu'il faut rappeler, parce que dans un certain sens, la vérité, c'est la règle du jeu, et c'est la seule règle avec laquelle on ne peut pas transiger, parce que si on s'en extrait, on franchit la ligne au-delà de laquelle il n'y a finalement plus de pensée digne de ce nom. Et en même temps, cesser d'interroger la vérité, ça serait dramatique parce que ça serait faire comme si elle allait de soi, ce qui n'a jamais été le cas dans l'histoire. Et là, je voudrais prendre l'exemple du débat qui a récemment eu lieu autour de la question de la post-vérité, qui a été initié par les tristes événements américains, pourrait-on dire. Et en effet, on a vu des choses tout à fait scandaleuses, puisque l'administration du président Trump a à la fois nié des évidences scientifiques et parfois même inventé des faits qui n'ont jamais existé. Et il y a eu une sorte d'indignation légitime d'un grand nombre d'intellectuels qui ont demandé à ce qu'on s'extrait de cette ère dite de post-vérité. Alors, s'il s'agit de contrer les impostures et les mensonges de l'administration Trump, évidemment, je pense qu'on sera immédiatement d'accord. Nier aujourd'hui l'existence du réchauffement climatique, c'est pas seulement stupide, c'est méchant, c'est grave, voilà, c'est criminel. Donc là, bien sûr, il y a unanimité entre nous et bien au-delà de nous pour condamner ce genre d'attitude. Et en effet, il y a une exigence de vérité. Mais le problème de ce qui a lieu en ce moment, c'est que on a utilisé cette exigence de vérité, qui est louable, pour en faire un impératif de survérité, c'est-à-dire une impossibilité de travailler le concept de vérité. Or, le concept de vérité, que ça plaise ou non, c'est un fait, il est protéiforme. Il évolue d'une culture à l'autre, et même dans une culture, il évolue d'un temps à l'autre, et même au sein d'un champ de réflexion donné, il évolue également en fonction des attentes et des perspectives. Et donc, je crois que la pire offense qu'on pourrait faire à la vérité, c'est faire comme si elle allait d'elle-même et s'interdire d'en travailler les subtilités. On a beaucoup entendu dire il n'y a pas de fait alternatif. Là encore, il s'agissait de rappeler à l'œuvre Madame Conway qui effectivement avait évoqué des massacres qui n'existaient pas. Rappelons-la à l'œuvre, c'était évidemment infect. Pour autant, c'est un peu compliqué de faire comme s'il n'existait jamais d'alternative. Parce que la vision scientifique usuelle, tu sais, c'est de dire les faits sont ce qu'ils sont et nous on se contente de les décrire. C'est un peu vrai, mais c'est un peu faux. Parce que les faits, ce ne sont pas des épiphanies du réel. En réalité, on accède toujours aux faits à partir d'un savoir constitué. Et ça, on ne peut pas, je crois, s'interdire cette subtilité. Je vais donner quelques exemples très, très concrets dans le domaine de la physique, par exemple. On va nous dire, bon, c'est un fait. La Terre tourne autour du Soleil. Et vous cherchez des théories pour expliquer ce fait. Oui, en première approximation, ce n'est pas tout à fait faux. Sauf que le fait, le Soleil tourne autour de la Terre, en réalité, est tout aussi réel. Ce n'est qu'une question de choix de référentiel. Dans le référentiel du Soleil, en effet, la Terre tourne autour, mais dans le référentiel de la Terre, c'est le Soleil qui tourne autour. Et la raison pour laquelle on préfère l'un à l'autre est essentiellement une question d'élégance et de simplicité. Où on pourrait dire qu'il y a un fait, par exemple, le temps s'écoule. Oui, c'est un fait, mais du point de vue de la relativité générale, en fait, le temps n'existe pas. Ou on pourrait dire c'est un fait, l'univers est en expansion. Et moi, mon travail de cosmologiste est de trouver une théorie pour expliquer ce fait. Oui, mais on a compris depuis quelque temps que l'expansion de l'univers était en fait relative à un choix de système de coordonnées. Et que si on regarde dans un autre système, le même univers pourrait en réalité apparaître comme statique. Et donc je crois que ce qui se révèle ici, c'est qu'il y a une intrication en fait, très subtile entre les faits et les descriptions des faits. Alors, on voit bien le danger. Le danger, c'est que, bien sûr, il y a des choses qui existent et qui ont existé. Et bien évidemment, on ne veut pas de révisionnisme, de négationnisme et de toutes ces horreurs qu'il faut combattre avec la plus extrême fermeté. Mais il ne faut pas que, parce qu'il y a une manière de dévoyer cette interrogation,
que bien sûr nous allons, toi et moi, récuser, on s'interdise tous les cas subtils, les cas limites, où en fait cette interrogation est nécessaire simplement pour produire un savoir non pas plus flou, plus ambigu ou déchu, mais au contraire plus précis. Moi, je crois que c'est une sorte de méta-réflexion. Et ça, je sens aujourd'hui une grande difficulté. Parce qu'entre les menteurs, qui effectivement oublient la vérité, et les scientistes ou faux hyper-rationalistes, qui interdisent de questionner la vérité parce que le monde devrait aller de soi, nous n'avons plus beaucoup d'espace pour la pensée. Et ça m'inquiète un peu quand même. Il me semble qu'un cas intéressant de ce point de vue, c'est aussi celui de la fiction. Et, parce que la fiction est parfois définie négativement comme étant ni vraie ni fausse. Elle est ce pourquoi ces critères-là n'ont pas de sens. Et du coup, d'un point de vue très scientiste, ça ne sert à rien. Et ça ne sert à rien a des conséquences très concrètes, qui est que dans une société où les conditionnements de genre masculin-féminin font que les hommes sont censés s'occuper du monde réel, du monde des affaires, faire tourner ce monde-là, eh bien, les hommes ont tendance à ne pas lire beaucoup de fiction à partir du moment où ils deviennent adultes. C'est quelque chose pour adolescents, c'est quelque chose qui peut éventuellement revenir tard, mais on est dans une société où l'homme actif va plutôt lire des choses qui ont un rapport aux faits, donc des livres d'histoire, d'économie, etc. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Les auteurs sur lesquels j'ai travaillé en recherche, des gens comme Robert Musil, Thomas Pynchon, Édouard Glissant, sont des gens qui valorisent ce qu'on appelle le pluralisme, c'est-à-dire l'idée que les savoirs se complètent, ne jouent pas le même rôle et ne peuvent pas non plus s'agencer comme les pièces d'un puzzle qui seraient ensuite absolument complet et fini. Cette chose-là n'existe pas. Il y a eu une forte dévalorisation des savoirs qu'on peut dire narratifs par rapport au savoir scientifique à partir du 19e siècle parce qu'ils n'étaient pas dans un rapport d'adéquation à la réalité ou aux faits. Sauf qu'en fait, c'est une manière un peu rapide de le formuler parce que si on peut dire que la science essaye d'être dans un rapport qu'on appelle dénotatif au réel, c'est-à-dire vraiment cette adéquation. Je dis quelque chose et ce quelque chose correspond à quelque chose qui est. Pour autant, elle nous laisse dans l'interrogation sur beaucoup d'autres questions qui comptent. Il lui manque parfois une démonstration, non pas de vérité, mais une démonstration d'importance. Il y a plein de faits scientifiques qui nous sont tout à fait indifférents pour déterminer la manière dont on a envie de vivre ou la manière dont on doit répondre à une question politique, etc. Et là, de ce point de vue, les savoirs narratifs, dont le pouvoir de dire le vrai du réel est nettement inférieur de façon assumée, en revanche, vont peut-être mieux répondre à nos besoins de symboliser nos peurs, nos angoisses, nos désirs face à des situations vécues, face à des problèmes sociétaux, etc. Donc il me semble qu'il faut vraiment aujourd'hui valoriser ce pluralisme et la manière dont les choses se complètent. La fiction, c'est un indémêlable. Un auteur sur lequel tu as travaillé dans ton livre de philosophie, Nelson Goodman, dans son livre Manière de faire des mondes, il invente un adjectif qui est une couleur qui est en anglais grue. Donc un mélange de green et de blue, en français ce serait bleu, la couleur bleue. Il y a des gens qui ont des yeux couleur bleue, entre le vert et le bleu. Bon. Il y a des eaux de fleuves qui sont couleur bleue, donc on sait bien que ça existe. Et en même temps, on n'a pas la catégorie pour le dire. Et ben, de la même manière, la fiction est souvent de cet ordre-là. Quand on vient demander à un écrivain de faire la part du bon grain et de l'ivraie, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est autobiographique, qu'est-ce qui est tiré de faits réels dans ce que vous avez raconté et qu'est-ce que vous avez imaginé, souvent les romanciers sont bien en peine de répondre parce qu'en réalité, ils ont tissé de façon très fine cet indémêlable. Et la légitimité, du coup, du savoir que produit la littérature, elle ne va pas se situer dans la démonstration d'un rapport de fait, elle va se situer dans le sentiment du lecteur que ce qu'on lui dit a une forme de justesse, que ça correspond à des expériences qu'il a pu vivre lui-même ou dont il a pu entendre parler, des sensations qu'il a eues, etc. Et du coup, voilà, la fiction a aussi un rapport complexe à la vérité. Elle a aussi des responsabilités vis-à-vis de la vérité. Je ne crois pas qu'on puisse sans dommage la déformer complètement, mais il ne faut pas non plus en faire l'alpha et l'oméga, parce que sinon, il y a toute une partie de nos pratiques
et toute une partie de notre rapport au réel qu'on ne sait plus vraiment appréhender. D'ailleurs, dans l'environnement du musée des Confluences, je trouve que tu as les yeux bleus, en fait. Voilà, je te l'apprends. Non, plus sérieusement, moi je crois que c'est vraiment essentiel cette idée-là. Parce que, d'ailleurs, ce que Goodman disait aussi, c'est que la vérité, c'est un genre important, parce qu'effectivement, il y a des propositions décidables, mais très insuffisants. Et que probablement un meilleur critère pour penser ce qui fait sens, c'est l'adéquation, fitting en anglais. Et en effet, une fiction peut être adéquate. Et ton livre, Défaite des maîtres et possesseurs, à mon avis, contient probablement plus de vérité, ou au moins une vérité plus accessible et plus immédiatement utilisable au sens de ce qu'elle engendre quelque chose sur notre rapport aux animaux, que beaucoup de rapports de faits qui pourraient être factuellement beaucoup plus riches, mais qui finalement ne fonctionneraient pas symboliquement. Et je pense que dans cette démarche cognitive, en réalité, la science ne jouit d'aucun primat. Moi, je suis aussi pour ça assez goodmanien. Il me semble que l'art fonctionne tout aussi cognitivement que la science. Je lisais hier un petit ouvrage du peintre Kazimir Malevich, donc peintre russe du début du XXe siècle, qui disait « La sincérité n'a aucun intérêt en art, ce qui compte, c'est la vérité ». Et Cézanne disait « Je vous dois la vérité en peinture ». Donc on le voit bien qu'il y a une obsession qui est la même. Et chez Cézanne, je crois que ce n'était pas des mots en l'air, c'est parce qu'il voulait vraiment montrer un monde antéprédicatif tel qu'il était avant que la projection conceptuelle ne le dénature. Mais oui, ça a à voir avec la vérité. Ce n'est pas une sorte de licence poétique. Et d'ailleurs, licence poétique, c'est un concept que je trouve complètement vide, parce que rien n'est plus précis que la poésie en réalité. C'est peut-être même ce qui définit, je crois, la poésie, la précision extrême. Donc, il me semble qu'il faudrait vraisemblablement, sans doute, réhabiliter le pouvoir de vérité, de découverte, de connaissance des autres champs cognitifs, mais à contrario, il serait peut-être amusant aussi de se dire que la science ne dit naturellement pas n'importe quoi, personne n'en doute, mais n'est peut-être pas non plus une simple découverte du réel, comme le sens grec de vérité, aletheia, comme ça on retire le voile et le réel nous apparaît grâce à la physique. Ça, moi, j'y crois pas une seconde. D'abord, l'histoire des sciences est évidemment une histoire de révolution, et comme on sait que chaque nouvelle révolution est infiniment loin de la précédente et infiniment loin de la suivante, eh bien, quand bien même la vérité existerait, on ne s'en approcherait pas. Parce que comment peut-on s'approcher alors qu'on fait des pas infiniment grands? Donc je crois que finalement la science est elle aussi une création. C'est une création sous contrainte, mais elle a simplement d'autres règles du jeu. Les musiciens de l'époque de Rameau avaient le système tonal comme une contrainte très stricte. Les peintres de la Renaissance ont inventé la perspective. Nous avons le formalisme mathématique et l'adéquation avec l'observation. Mais je crois qu'il faut à la fois conserver la très grande légitimité de ce rapport au réel, parce qu'il est irremplaçable, mais à tout prix lui refuser en revanche ce piédestal ou cette position hégémonique. Et en effet, il me semble que la fiction, en réalité, ne produit pas que des êtres fictionnels. Il y a une littéralité de l'écriture fictionnelle qui, en tant que telle, fonctionne tout aussi cognitivement que celle d'une équation. Moi, je ne crois pas du tout que cette feuille de papier-là soit intrinsèquement une équation différentielle d'ordre 2 quand je la lâche. Je crois que c'est une projection humaine sur le réel. Être un être de fiction, c'est un des modes d'existence, en fait. Exactement. C'est ce que dit Bruno Latour dans son livre « Enquête sur les modes d'existence ». Il a une des catégories qu'il crée pour ne pas en rester à ce calibrage très imprécis où il y aurait ce qui existe et ce qui n'existe pas. Bon, l'être de fiction existe d'une certaine manière. Jean Valjean, le héros des Misérables, a compté plus dans la vie de bien des gens que certains de nos compatriotes qui, dans des pays qu'on ne connaît pas ou ici, dans cette ville de Lyon, mènent leur vie, mais sans que nous en sachions rien. Et je crois que pour que le savoir circule dans le débat public avec cette volonté démocratique qu'on partage et dont on voit bien quand on nous entend qu'elle ôte rien en fait à une forme d'exigence, évidemment. Hein. C'est pas pour autant que le savoir devient facile ou qu'il nécessite plus d'efforts. Il faut s'adresser à toutes les cordes de notre sensibilité et donc il faut sur un même thème qu'il y ait des démarches scientifiques, qu'il y ait des démarches fictionnelles, qu'il y ait des démarches artistiques autres et que les choses se nourrissent. Ça va peut-être nous fournir la transition pour un troisième temps du débat, puisque c'est une question qu'on voulait aborder. Sur cette question de l'écologie, par exemple, dans Défaite des maîtres et possesseurs, moi je me suis dit, est-ce que, en prenant conscience de la violence qui est faite aux animaux dans l'élevage industriel, j'avais envie d'agir en fait, de réagir et donc d'agir face à cette situation. Est-ce que j'allais écrire un essai
j'étais moins bien placé que bien des gens qui ont enquêté sur le sujet, des sociologues qui ont exploré des abattoirs, des agronomes qui montrent les conséquences en termes de pollution de l'élevage, etc. Mais en revanche, je pouvais me servir des armes de la littérature pour raconter une histoire où les rôles sont inversés et où un monde où les hommes ne sont plus l'espèce dominante mais sont une espèce assujettie. Et j'avais des outils pour ça qui me venaient de la tradition du conte philosophique pratiqué au XVIIIe siècle chez Voltaire ou chez Montesquieu ou chez Swift dans les voyages de Gulliver et qui permettent de découvrir une société par les yeux d'un nouvel arrivant. Donc j'imagine un être non humain qui découvre nos usages et notre société. Et qui découvre aussi et qui met en place un système, son espèce met en place un système où les hommes sont élevés et mangés. Bon. Donc à quoi je m'adresse en faisant ça? Évidemment, il y a, dans le conte philosophique, il y a le mot philosophie, donc il y a la capacité de réflexion, mais il y a aussi l'idée de faire vivre les sensations, de nous mettre à la place de décrire ce que c'est que la chaîne économique d'un élevage et la chaîne industrielle dans les abattoirs, en changeant les peaux et les chairs de place, que ce ne soit plus des chairs animales, mais des chairs de ces autres animaux que sont les hommes. Et donc là, évidemment, ça s'adresse plus à ce que Deleuze appelle le percept qu'au concept, ça s'adresse à la sensation, et ça ne vient pas se substituer aux autres modes de connaissance de ce sujet, qui sont très importants, parfois plus efficaces dans leur ampleur, comme les vidéos d'L214 qui dénoncent la même chose, les conditions de mort dans les abattoirs. Mais il me semble que c'est une autre voie et que toucher comme ça les différents canaux de notre sensibilité est aujourd'hui un effort nécessaire. Indispensable.